multi-21, c'est... Yeah, multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Multi-21. Aujourd'hui c'est l'heure du bilan, mais pas n'importe lequel, le bilan du championnat du monde d'endurance. Et qui dit endurance dit forcément Louis Matelin. Louis, salut. Salut Clément, salut à tous, comment ça va? Ça va très bien. Alors on va bien évidemment faire le bilan de chaque catégorie de championnat du monde d'endurance, revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans la saison. Et déjà Louis, je vais te laisser revenir un peu sur le contexte de ce championnat du monde dont on avait fait la présentation en septembre 2019, il y a plus d'un an déjà. Ah oui, c'était il y a un sacré bout de temps, mais effectivement dans un contexte différent. On rappelle qu'en septembre 2019, on venait de terminer la super season du championnat du monde d'endurance, une saison qui s'était déroulée sur 1 an et demi avec 2 fois les 6 heures de Spa et 2 fois les 24 heures du Mans. L'objectif, c'était de passer sur un nouveau format de saison, avec une saison qui se terminait non plus à l'automne comme toutes les saisons de sport automobile, mais une saison qui se terminait aux 24 heures du Mans pour que ce soit l'apothéose du championnat. Sauf que le Covid est passé par là, évidemment, on a eu une saison assez chamboulée et on se retrouve avec une saison qui s'est terminée à Bahreïn le week-end dernier, c'est-à-dire au mois de novembre, et donc une saison qui va finalement reprendre l'année prochaine sur les bases que l'on connaissait avant, c'est-à-dire une saison qui commence au printemps et qui se termine en hiver. Donc une super season pour rien, j'ai envie de dire. Effectivement, et puis une saison en plus pour rien, un peu plus, on va en revenir dans le détail quand on va revenir sur les championnats pro, mais lors de la première super season, on avait 10 LMP1 à l'année et 10 GTE Pro à l'année. Là, on est passé à 5 LMP1 à l'année et 6 GTE Pro à l'année, donc gros cure d'amaigrissement chez les championnats officiels, ceux qui comptent pour un championnat du monde. Et finalement, c'était du côté des amateurs qu'il fallait un peu regarder pour le spectacle. Justement, commençons par la plus petite des catégories, le LMGT AM. Je sais, Louis, que tu apprécies le LMGT AM. C'est quand même rigolo, cette petite catégorie. En début de saison, tu nous avais pronostiqué la victoire d'une Ferrari d'AF Corse, n'importe laquelle des deux. J'étais parti sur une Project One. Et finalement, c'est la F Corse numéro 83 de Collard, Nielsen et Perrodo qui gagne. Une catégorie qui finalement a été disputée, celle-là. Bah oui, une catégorie disputée, parce que si on regarde, il y a plusieurs équipages qui se sont imposés, il y a 4 équipages qui se sont imposés, 2 équipages du Team Project One, on a aussi un équipage TF Sport et puis un équipage AF Corse, donc finalement tout le monde a un peu gagné dans cette catégorie. L'équipage AF Corse qui est champion du monde, enfin qui n'est pas champion du monde, mais qui gagne le trophée GT AM, c'est un équipage qui n'a gagné que 2 courses et fait 3 autres podiums, qui a eu une belle régularité sur les autres courses, mais c'est pas un équipage qui a dominé la saison. D'ailleurs, c'est un peu l'objectif de cette catégorie GTE AM, c'est un peu que tous les gentlemen drivers puissent s'amuser et puissent avoir une chance de faire des bons résultats sur des courses de championnat du monde. Tout à fait, alors on retrouve quand même des écuries assez proches des écuries constructeurs, puisque F Corse ils engagent aussi des voitures en GTE Pro. On a DMC Proton qui était pas loin et on sait leur lien avec Porsche. On sait que TS Sport et Aston Martin sont quasiment des écuries officielles ou écuries officielles de ces teams-là. Donc finalement, les écuries réellement privées, il n'y en avait pas trop dans le championnat. Il y avait peut-être que Gulf Racing qui était pas, et Red River Sport qui n'étaient pas trop affiliés. Et encore Red River Sport, c'est un peu F Corse en plus petit. Donc finalement, un championnat avec des vraies écuries et des pilotes amateurs qui nous a donné une saison assez serrée. Un team TF Sport assez surprise, finalement. Nous, on ne l'avait pas pronostiqué en début de saison. On ne s'attendait pas forcément à un team Aston. Et je pense que, très honnêtement, toi comme moi, si on nous avait demandé de pronostiquer un team Aston, on aurait pronostiqué l'autre, le team officiel de Paul Dallana, plutôt que ce team TF Sport. Et finalement, une voiture qui a remporté 4 courses sur 8, quand même les moitiés de courses de la saison, assez régulière avec un abandon à Bahreïn l'an dernier et puis des places en fond de peloton sur 2 autres courses. Donc finalement, une sacrée surprise avec ce team TF Sport et puis une victoire des Français Perrodo et Collard, ça fait toujours plaisir. Et oui, tout à fait. Et puis cette écurie TF Sport, tu en parlais, mais c'est une écurie qui n'est pas là depuis très longtemps, qui était en European Le Mans Series avant, qui est arrivée il y a 2 ans. Moi, je les ai vus rouler en ELMS à Spa en 2017, je crois. Donc voilà, une écurie qui a très très bien progressé, qui se retrouve finalement parmi les meilleurs d'un championnat du monde. Donc chapeau à eux, j'ai envie de dire. Effectivement, oui. Alors on va passer à l'autre catégorie, à l'autre trophée endurance, celui des LMP2, celui où il y a encore des pilotes amateurs. En début de saison, tu avais pronostiqué la 38 de Jota Sport qui termine deuxième. J'avais pronostiqué la 22 de United Autosport qui termine premier. Donc là-dessus, on ne s'est pas trop trompé, ça va. Vous verrez que sur d'autres catégories, ce n'est pas le cas. Mais une saison qui finalement n'a pas été si disputée que ça, tellement le team United Autosport, on le disait en début de saison, c'était un team qui arrivait pour gagner. Et c'est un team qui a gagné avec des pilotes très très efficaces. Paul Di Resta, ancien pilote de F1, Felipe Alburquerque qui est un pilote excellent en Amérique du Nord, et Phil Hanson qui était cette année classé Silver mais qui passera dès l'année prochaine Gold, qui passera Pro dès l'an prochain. Et finalement on avait quasiment 3 pilotes pro sur cette voiture qui a ultra dominé la saison, surtout sur la partie 2020 de la saison.
Et oui, 4 victoires pour cette voiture, 2 autres podiums. Et d'ailleurs, Paul Di Resta, qui a manqué une course, est quand même 3e du championnat. Donc ça prouve à quel point ils ont dominé cette saison. Tu parlais de pilotes amateurs, effectivement, il faut le dire vite, hein, parce que quand on regarde le listing des pilotes, notamment dans le haut du championnat, avec Philippe Albuquerque, avec Phil Hanson, avec Paul Di Resta, avec Antonio Félix d'Acosta, Anthony Davidson, Will Stevens, Guido van der Garde, Opintum même encore, ou même un peu plus loin, des gars comme Thomas Laurent, Pierre Rag, Nicolas Lapierre, Nick De Vries. Voilà, on est quand même très loin d'un championnat amateur, hein, même si effectivement sur le papier il doit y avoir des championnats amateurs, des pilotes amateurs. Et une saison plutôt disputée en fait pour les places d'honneur, on va dire, derrière cette United Autosport et le Jackie Chan DC Racing et Jota Sport qui sont en fait la même structure, qui se sont bien battus face à un Racing Team Nederland qui continue de nous impressionner année après année. Oui, le Racing Team Nederland qui est un team solide, qui a des bons pilotes, hein, parce qu'il y a Van der Garde, il y a Nick De Vries. Voilà, on sait que ce sont des bons pilotes qui n'ont pas été retenus en Formule 1, mais qui restent quand même d'excellents pilotes, et on le voit encore plus en endurance. Donc c'est un très très bon team. Effectivement, tu parlais aussi du team Jota Sport, qui est en gros la voiture sœur de la Jackie Chan DC Racing. Voilà, ça c'est un très très gros team LMP2. On se souvient de l'année où ils avaient terminé sur le podium des 24 heures du Mans au général. Donc voilà, tout ça c'est des teams qui sont bien implantés, qui année après année sont capables de produire un travail constant et excellent, je dirais. Donc c'est finalement pas très étonnant de les retrouver en tête de peloton. Et d'ailleurs c'est les teams qu'on avait prédit en début de saison. Donc pas de surprise. Alors une petite question, mon cher Louis. Le United Autosport va se retrouver avec 3 pilotes pro l'an prochain. Il n'en aura pas le droit. Il devra virer un de ces 3 pilotes. Lequel vois-tu un peu partir à côté du team? Est-ce que ça sera Phil Hanson qui est le plus jeune? Est-ce que ça sera Paul Di Resta ou Felipe Albuquerque? Quels sont les 2 pilotes qui doivent rester pour former ce team United Autosport l'an prochain? Alors là, c'est compliqué, hein, parce que Phil Hanson, il est excellent et ce serait dommage de le limoger. Paul Di Resta, c'est un pilote, je pense, qui a une très très grosse aura aussi, un ancien pilote de Formule 1 qui était apprécié en Formule 1. Donc je pense qu'il peut apporter aussi beaucoup au team en termes de visibilité. Celui qui me semble le plus en difficulté, c'est peut-être Philippe Albuquerque, mais bon, d'un autre côté, c'est aussi un excellent pilote, c'est très compliqué. En revanche, pour remplacer Phil Hanson, moi je dépose ma candidature, hein, je suis même bronze, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux prendre la place. Ouais, et puis on verra peut-être sans doute des pilotes qui étaient déjà dans des Oreca comme un Roberto Gonzalez par exemple, qui pourrait venir candidater, hein, pourquoi pas, hein, ou un Fritz Van Aert. Ça leur ferait plaisir de se retrouver autour de 2 très bons pilotes pour aller chercher un team. Ouais, mais est-ce que vraiment ça présente un intérêt pour eux alors qu'ils sont déjà dans des teams qui sont excellents? Je ne pense pas vraiment. Effectivement, la question se pose. Alors, on est passé dans un championnat où il n'y avait pas de soucis, où la sportivité a régné et où finalement ce sont les plus forts sur la piste qui ont gagné. Maintenant, passons aux 2 championnats du monde, passons un peu à Ski Queen en commençant par le GT. En début de saison, on avait tous les deux pronostiqué des Porsche, toi la 92, moi la 91. Eh bien, ce sont les 2 Aston Martin qui ont dominé une saison qui aurait été marquée par les tensions politiques de balance of performance, de teams qui disaient que leur voiture n'était pas assez performante sur tel ou tel circuit, que la réglementation devait changer ça. Tout le monde a un peu pleuré à un moment ou à un autre. Légitimement, Ferrari a beaucoup pleuré parce qu'ils ont été pas mal distancés. Porsche et Aston Martin aussi. Est-ce que ça n'a pas un peu aussi gâché la saison, ces guerres entre les différents teams pro, et finalement un spectacle un peu décevant par rapport aux années précédentes où on avait 5 constructeurs? En fait, je crois qu'on arrive aux limites de la balance des performances, puisqu'on se retrouve avec des teams qui s'estiment lésés, des teams qui vont cacher leurs performances pour être moins ralentis par la balance des performances, etc., etc. Et ça prouve que finalement, une compétition avec des écuries d'usine, ça doit se jouer en piste, et ça doit se jouer aussi sur le travail fait d'un point de vue technique par ces écuries d'usine. Une écurie d'usine qui va produire une meilleure voiture doit être en tête sur la piste pour ne pas se retrouver avec une écurie justement qui va faire une voiture qui est peut-être meilleure que la concurrence, mais qui va être trop ralenti par la balance des performances, qui va s'estimer lésé, qui va essayer de travailler sur le plan politique plus que sur le plan sportif. Et ça ruine un peu le plaisir qu'on a à suivre ces championnats. Ça ruine un peu aussi le plaisir de voir des voitures exceptionnelles qui arrivent en piste, comme on avait vu, je me souviens, la première année où il y avait les Ford GT qui sont arrivés, tout le monde était ébahi par ces voitures-là, voilà. Et tout ça, c'est un petit peu ruiné par cette balance des performances. Alors d'un côté, on se dit c'est très bien parce que n'importe quel constructeur peut arriver et peut être compétitif avec une voiture, par exemple la BMW M8, qui c'est sûr comparé à une Ford GT qui a un potentiel de rapidité sur la piste qui est bien moindre, mais d'un autre côté, voilà, on se retrouve avec des problèmes politiques qu'on n'a pas envie de voir, qui n'intéressent personne, et bon, c'est dommage, mais je pense que c'est aussi le revers de la médaille de cette balance des performances. Et d'ailleurs, on va rajouter quelque chose, c'est que dans l'absolu, on n'est pas forcément contre une balance de performance, car comme tu l'as dit, ça amène beaucoup de constructeurs différents.
Et une balance de performance qui est excellente aujourd'hui, c'est la balance de SRO qui régule la catégorie GT3, où pour le coup on a les 3 constructeurs qui sont là, Ferrari, Aston et Porsche sont aussi présents, au milieu de 12 constructeurs quand même, ce qui est énorme, et personne ne se plaint. Donc est-ce que c'est pas aussi à l'ACO de revoir sa balance of performance? Ils peuvent en garder une, mais juste la revoir et peut-être s'ajuster sur le modèle de SRO qui est excellent et qui ne reçoit aucune plainte de la part de ces 3 constructeurs. Un petit mot quand même sur les champions du monde, Marco Sorensen et Niki Team, équipage dont on parle pas assez souvent je trouve, parce que forcément c'est un peu moins claquant que l'autre équipage avec Maxime Martin et Alex Lynn qui sont des gros noms, ou même que les équipages Porsche ou Ferrari où on a des gens qu'on a l'habitude de voir en Formule E ou des championnats comme ça. Mais cet équipage Aston est quand même assez solide et ça fait plaisir de voir Niki Team quand même, qui est un sacré personnage, gagner un championnat du monde. Et oui, tout à fait, un équipage 100% danois, comme quoi les pilotes danois ils sont très forts, parce qu'en plus il y a Christensen qui est 3e du championnat du monde sur la Porsche. Donc là les Danois qui ont fait une razzia sur ce championnat du monde GT. Mais en tout cas effectivement Sorensen et Team c'est des très bons pilotes, un peu plus discrets que d'autres pilotes dans cette catégorie, et ça fait plaisir de les voir en tête du championnat du monde, et ça fait plaisir de les voir ramener la coupe à la maison. Effectivement, et on rappelle que c'est leur premier titre, puisqu'en 2016, lorsqu'ils avaient été champions, le championnat du monde de GT ne comptait pas encore officiellement comme championnat du monde, donc c'est leur premier titre officiel à nos 2 amis danois. Passons désormais au gros problème, passons au LMP1. Un LMP1 qui l'an dernier, on l'a dit, était composé de 10 voire 11 voitures par moment sur la piste lorsque la Baikolès voulait bien sortir du garage, et Lorsqu'elle démarrait. Et lorsque les Ginetta démarraient aussi, effectivement, les 3. Et cette année, on s'est retrouvé avec une seule rébellion au lieu de 2 Ginetta et 2 Toyota, et surtout une règle qui faisait en sorte que le vainqueur de chaque course était très dégradé au niveau des performances à la course suivante. Mais là, on ne parle pas comme la balance of performance des GT, là c'est vraiment très très dégradé. Ce qui a donné finalement des vainqueurs différents. On n'a jamais eu 2 vainqueurs, une voiture qui a gagné 2 courses de suite, mais on s'est retrouvé avec un grand n'importe quoi, comme à Fuji l'an dernier, où la Toyota numéro 8 se retrouve toute seule devant et n'a aucune concurrence, ou à Austin en début d'année cette année, où la rébellion numéro 1 s'est retrouvée pareil toute seule. Seul moment rigolo, c'était l'année dernière à Bahreïn, où les voitures les plus performantes théoriquement, c'était les deux Ginetta, mais les 2 voitures se sont accrochées dès le premier virage, ce qui a donné finalement une course assez excitante entre les 3 voitures restantes, les 2 Toyota et la rébellion. Finalement, c'est un championnat qui était très décevant sur le papier avant le début des courses, et qui s'est révélé encore plus décevant avec cette équivalence of technology, comme elle s'appelle, qui nous a donné des courses assez insipides. Bah oui, cette EOT là qui a été complètement ratée, là il n'y a pas d'autre mot. Si on regarde entre Shanghai et Spa, donc il y a 4 courses. Si on regarde les résultats de ces 4 courses par exemple, il y a une Toyota qui fait 3e premier, 3e premier. La Rébellion qui fait premier, troisième, montrons bien que une voiture qui va terminer plus loin va avoir un gros avantage pour la course suivante pour pouvoir gagner, et inversement d'ailleurs. Et puis à l'inverse, la Toyota numéro 8 qui fait deuxième sur ces 4 courses, donc ça prouve bien à quel point cette EOT était ratée, puisque alors il y a eu quand même du suspense pour le championnat, puisqu'avant la manche de Bahreïn, il y avait encore 3 voitures qui pouvaient être championnes du monde, à savoir l'équipage numéro 7, l'équipage numéro 8, c'est-à-dire les 2 Toyota, et puis l'équipage chez Rébellion. Mais il y avait aucun suspense au départ d'une course, parce que quand on voit des voitures qui étaient ralenties de parfois 4-5 secondes, il y a plus aucun suspense pour la course. On sait très bien que cette voiture-là n'aura aucune chance de gagner la course. Donc en fait, on aurait enlevé des points directement aux voitures qui gagnaient des courses en disant le championnat du monde va se jouer à la dernière course. C'était exactement la même chose, ça n'avait aucun intérêt. Et puis ce qui est encore plus problématique, c'est que, alors ça, dans le cas des rébellions, ça ne change rien parce qu'il n'y avait qu'une seule voiture, mais les 2 Ginetta lorsqu'elles étaient pénalisées, ou les 2 Toyota lorsqu'elles étaient pénalisées, n'étaient pas pénalisées pareil, ce qui fait que déjà dans la même écurie, tu étais sûr de terminer derrière ton coéquipier, puisqu'à voiture égale, tu te retrouvais avec une pénalité plus ou moins importante. Donc rien que ça, c'était autant pénaliser le constructeur en son ensemble, comme le fait la balance of performance, où eh bien, on pénalise les 2 voitures pareilles, et puis après c'est à chaque équipage de s'en sortir le mieux au pilotage. Là même pas, lorsque les 2 Ginetta se sont retrouvés devant en pôle à Bahreïn, il y avait une claire différence entre les deux. Lorsque les 2 Toyota se sont retrouvés devant à Fuji, il y avait une grosse différence entre les deux, et ça n'a été que ça. Donc c'est, encore une fois, on n'est pas contre une espèce de balance of performance ou une équivalence of technology, mais faites-le constructeur par constructeur et pas voiture par voiture, parce que comme tu le dis très bien, Louis, là ça revenait à dire bah toi tu vas gagner là, toi tu vas gagner là, et puis à la dernière course on verra où est-ce qu'on en est. C'est assez désolant. Un petit mot quand même des vainqueurs. Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María Lopez. Alors, on est très content pour Kamui Kobayashi qui devient champion du monde. Ça fait des années qu'il court en championnat du monde d'endurance. En 2013, il avait commencé avec Ferrari en GT, et depuis 2016 en LMP
avec Toyota. Et puis surtout, un José María Lopez qui devient le 3e pilote de l'histoire à être champion du monde dans 2 disciplines. Ça, c'est assez incroyable. Et oui, Pechito Lopez finalement qui rejoint Fernando Alonso et Peter Solberg au panthéon des pilotes qui ont été champions du monde dans 2 disciplines différentes. C'est pas mal. Donc chapeau à lui, c'est pas rien. On se moque beaucoup de Pechito Lopez qui est pour moi en plus le pilote le plus faible de cet équipage, mais bah écoute, chapeau, bravo. C'est vrai que beaucoup de gens s'étaient demandé pourquoi il avait arrêté le touring car, là où il était très fort pour aller dans des championnats plus de monoplace, voire d'endurance, où il avait l'air un peu moins bon. Et même si tu l'as dit, c'est peut-être le pilote le moins fort des 3, il a quand même mérité sa place. Toyota lui renouvelle sa confiance année après année. Et puis bravo à lui de rentrer un peu plus dans l'histoire. Et on a déjà des rumeurs qu'il l'envoie chez Peugeot à venir, parce que c'était un ancien pilote PSA, hein, il a gagné avec Citroën ses titres de champion du monde touring car, donc finalement c'était peut-être un bon choix de carrière pour lui. Alors justement, on en reparlera au moment de la présentation de la saison prochaine avec l'hypercar qui va arriver. On sait que le GTE va aussi évoluer en 2022. Est-ce que cette saison 2019-2020, on s'en souviendra réellement dans l'histoire du WEC? Bah, est-ce qu'on se souviendra? Je pense pas que ce sera une saison dont on se souviendra en se disant, je sais pas, comme la saison 2012 de Formule 1 avec 8 vainqueurs différents, avec du suspense jusqu'à la dernière course, un final au suspense insoutenable, là encore, non, clairement non. Bon voilà, une saison qu'on oubliera, une saison de transition qui était nécessaire, je pense, entre un LMP1 hybride qui se morfondait et qu'il fallait de toute manière arrêter, et puis cette réglementation hypercar plus Daytona prototype qui vont arriver et voilà, fallait bien faire la jonction entre les deux. Cette saison on l'a faite, on a quand même eu des belles courses. Moi j'adore toujours voir ces prototypes et ces GT rouler sur les plus beaux circuits du monde, c'est toujours un plaisir. Voilà, ça a fait le job en attendant, mais c'est sûr que vivement l'année prochaine. Et vivement peut-être de nouvelles courses au calendrier. On avait parlé d'un retour de Sao Paulo qui avait été annulé pour cause de Covid. On avait parlé aussi peut-être de Kyalami en remplacement qui n'est pas venu. C'est vrai qu'on aimerait peut-être voir une ou deux courses différentes, hein, même si on est habitué à ce petit calendrier Silverstone, Spa, Le Mans, Shanghai, Fuji, Bahreïn, qui est un peu traditionnel. Le retour à Sebring l'an prochain. Bref, plein de choses nous attendent, mais ça, on en reparlera en temps voulu lorsque le calendrier et les équipages seront dévoilés pour 2021. Louis, je te remercie d'avoir fait la review de ce championnat 2020 avec moi. Eh ben écoutez, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à nous rejoindre sur Twitter aussi, hein, Multi21. Et puis à bientôt. À bientôt, salut.